Si tu souhaites commencer à investir, que ce soit pour développer ton patrimoine et préparer ton avenir financier, ou encore pour te créer des futures sources de revenus passives, une source de revenus secondaire qui ne dépend pas de ton travail, de ton emploi principal, ou encore pour te bâtir tout simplement une indépendance financière, mais que tu ne sais pas du tout par où commencer avec l'investissement, avec tout ce que tu vois passer sur tous les réseaux sociaux différents, on voit beaucoup d'informations. Cette vidéo est faite pour toi puisqu'on va faire un petit guide complet pour pouvoir débuter en investissement efficacement en ayant tous les éléments en tête et toutes les notions essentielles. L'avantage et le problème de nos jours, c'est que l'information est disponible partout et en grande quantité. On voit passer le tout sur les différents réseaux sociaux, mais par quoi commencer? C'est souvent la question qu'on se pose. Est-ce qu'il vaut mieux commencer par investir en bourse, en immobilier, en crypto-monnaie, en SCPI, etc. Beaucoup de formes d'investissement sont mises en avant. Quel type d'investissement choisir pour commencer? Autrement dit, quel est le meilleur investissement concrètement pour débuter quand on veut se lancer? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et on va voir étape par étape comment tu peux te lancer pour commencer à investir, pour préparer ton avenir financier efficacement. Dans cette vidéo, pas de blabla, on va aller droit à l'essentiel pour essayer de t'apporter le maximum de valeur et que d'ici la fin de la vidéo, tu aies une image complète de comment tu peux te lancer en investissement et quelles sont les différentes possibilités avec les avantages et inconvénients. Alors on est parti et commençons dès à présent avec la première étape et pour cela, on va commencer par une citation qu'un grand sage a dit un jour: le meilleur investissement pour une personne n'est pas forcément le meilleur investissement pour une autre personne. Alors en réalité, c'est pas un grand sage qui a dit cette phrase, c'est tout simplement moi, mais c'est juste que je sais plus qui l'a dit en premier cette phrase. Je sais qu'elle est assez connue dans le monde de l'investissement et c'est une phrase que j'ai tendance à souvent répéter parce qu'elle est totalement véridique. Le meilleur investissement pour moi n'est peut-être pas le meilleur investissement pour toi, qui n'est sûrement pas le meilleur investissement pour une autre personne. Parce que la meilleure stratégie d'investissement pour une personne en particulier va dépendre d'un élément clé et c'est un élément que 90% des débutants qui commencent à investir sautent malheureusement, c'est ton profil investisseur. Tu ne peux pas commencer à investir efficacement si tu n'as pas défini en amont ton profil investisseur. Sinon, tu risques de faire des erreurs qui peuvent te coûter cher et tu risques de ne pas investir efficacement. Alors ton profil investisseur, c'est quoi? On va le définir ensemble tout de suite. Concrètement, ça va se baser sur 4 variables principales. Premièrement, tes objectifs et plus précisément tes objectifs financiers. Forcément, on n'adoptera pas la même stratégie si ton objectif est de préparer ta retraite ou potentiellement préparer un projet, un voyage, une transmission, te créer une seconde source de revenus passive ou même atteindre une indépendance financière. En fonction de ton objectif, on va adapter la stratégie en conséquence. Et une fois qu'on a défini cet objectif, par exemple préparer ma retraite ou me créer une seconde source de revenus passive, on va essayer de mettre un chiffre le plus précis possible sur cet objectif. Comme ça va nous donner un cap et à partir de ce cap, on pourra élaborer un plan en conséquence. En deuxième, pour définir ton profil investisseur, c'est probablement pour moi la variable la plus importante. Tu dois également définir ton horizon de temps et cela se fait forcément aussi par rapport à ton âge. Ton horizon de temps, c'est quoi? C'est tout simplement la réponse à la question dans combien de temps tu veux commencer à pouvoir bénéficier des fruits de tes investissements. Est-ce que c'est dans 20 ans? Est-ce que c'est dans 30 ans? Est-ce que c'est dans 5 ans, dans 3 ans, dans 10 ans? En fonction de la réponse à cette question, la stratégie qu'on adoptera variera drastiquement. Forcément, l'horizon de temps change tout en investissement. Quand on a un horizon de temps long, on a beaucoup plus de possibilités et le risque diminue avec l'horizon de temps. Donc, on ne mettra pas du tout la même stratégie d'investissement en place pour une personne qui a un horizon de temps de 5 ans et une personne qui a un horizon de temps de 30 ans. Donc, deuxième variable essentielle pour ton profil investisseur, ton horizon de temps. Donc à présent, tu as ton horizon de temps, tu sais ton objectif financier. Troisième variable, ta tolérance au risque. Face au risque, on n'est pas tous égaux. Il y a des personnes qui sont très à l'aise avec le fait de prendre un peu de risque, de mettre son capital un peu à risque pour essayer d'avoir plus de performance et d'autres personnes que ça angoisse, que ça stresse et donc il faut avant tout te connaître parce que le but en investissement, c'est aussi de mettre en place une stratégie avec laquelle tu es à l'aise, que tu peux tenir sur le court terme et que ça ne te pourrisse pas la vie au quotidien. Le but, c'est que ça améliore ta vie en développant ton patrimoine financier, en améliorant tes finances et que ça ne soit pas un poids pour toi. Donc, il faut aussi que tu te connaisses pour pouvoir définir ta tolérance au risque, quelle est ton aversion au risque et par rapport à ça, on pourra aussi aller sur des placements plus ou moins dynamiques. Et enfin, dernière variable, tout aussi importante, quel est le niveau d'implication que tu es prêt à mettre dans tes investissements.
Ça, c'est aussi un élément à prendre en compte. Forcément, le niveau d'implication sera très différent si tu investis dans l'immobilier en courte durée, que tu fais du Airbnb. Tu auras énormément de choses à gérer entre les locataires, le potentiel entretien de l'appartement, etc. que si tu investis passivement en bourse sur un ETF tous les mois sans rien faire de plus. Le niveau d'implication changera drastiquement et donc il faut aussi te poser la question de quel niveau d'implication tu es prêt à mettre dans tes investissements. Est-ce que le but, c'est de totalement automatiser pour que tu n'aies rien à te soucier et que ça tourne tout seul, ou est-ce que tu veux aussi mettre un peu d'implication pour potentiellement aller un peu plus vite sur d'autres projets? Ça, c'est aussi une question à se poser. Et au final, ton profil investisseur dépendra tout simplement de ces 4 variables. Une fois que tu as ton objectif financier avec un chiffre le plus précis possible pour le quantifier, que tu as ton horizon de temps, que tu connais ta tolérance au risque et que tu sais le niveau d'implication que tu souhaites mettre dans ta stratégie d'investissement, en fonction de ce cap, de ce profil investisseur, on peut définir la stratégie, l'approche la plus adéquate pour toi. Et pour ça, une fois que tu as ces éléments en tête, on va voir ensuite quels sont les différents types d'investissements que tu peux aborder pour commencer. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet des différents types d'investissements, maintenant que tu as ton profil investisseur et que tu sais à quoi ça correspond, il est essentiel également d'aborder une règle d'or en investissement qui est le fameux équilibre à 4 variables. En investissement, peu importe le type d'investissement vers lequel on se dirige, il y aura toujours un équilibre à 4 variables. Ces 4 variables sont corrélées entre elles. Si on en ajuste une, les autres vont forcément bouger en conséquence. Ces 4 variables, quelles sont-elles? On va avoir dans un premier temps le rendement, donc combien on peut espérer en termes de rendement sur cet investissement, le risque sur cet investissement, l'horizon de placement, c'est-à-dire combien de temps je dois laisser ce placement sans y toucher pour pouvoir en tirer les bénéfices, et le niveau d'implication nécessaire dans notre placement. Et tous les investissements, tous les placements sont toujours corrélés à ces 4 variables. Une fois que tu les auras en tête, tu pourras analyser n'importe quelle opportunité à l'aide de ce schéma. Prenons quelques exemples pour illustrer tout cela. Premier exemple, l'investissement en crypto-monnaie. Si je prends une crypto-monnaie basique, pas l'une des plus connues, pas forcément Bitcoin, Ethereum, etc., mais une crypto-monnaie lambda. Les perspectives de rendement potentiel sur cette crypto-monnaie sont très élevées parce qu'elle a une faible capitalisation, que les crypto-monnaies, il y a une très forte volatilité, qu'on peut arriver rapidement à des grosses perspectives de rendement. On peut viser potentiellement, il y a des personnes en crypto-monnaie, on l'a vu, qui font des x5, x10, etc. Donc, potentiel de rendement très élevé. Si on prend nos autres variables, le niveau d'implication nécessaire est également très faible. Forcément, on investit derrière un écran, depuis son téléphone potentiellement, juste en 2 clics, donc niveau d'implication, a priori, pas grand-chose à faire. Concernant l'horizon de temps, combien de temps il me faudrait pour pouvoir tirer les fruits de ces bénéfices? Avec les crypto-monnaies, ça peut aller très rapidement. Sur l'affaire de quelques semaines, quelques mois, je peux gagner potentiellement des grosses sommes si je suis sur la bonne crypto-monnaie. Donc, on a 3 variables qui sont totalement optimisées. On a le rendement, l'horizon, l'implication. Là, cet investissement, on pourrait se dire, il est trop beau pour être vrai. Non, il y a toujours une variable qui compense derrière. Ici, en l'occurrence, c'est le risque. Le risque est très, très élevé dans ce cas-là. Parce que c'est une crypto-monnaie lambda, que déjà de base, le marché de crypto-monnaie est un marché risqué et volatile. Ici, on est encore sur une crypto-monnaie moins connue. Donc, le risque de perte est ici très important. C'est l'équilibre à 4 variables. Si je prends un second exemple, prenons l'investissement immobilier en location courte durée ou Airbnb. Ici, le potentiel de rendement est aussi important, moins qu'avec notre crypto-monnaie, mais il est aussi important parce que sur de la courte durée, on peut avoir des meilleures performances que sur de la longue durée. Sur l'horizon, dans combien de temps il me faudrait pour pouvoir bénéficier de ces investissements, on est quand même toujours assez court. A priori, une fois qu'on a acheté l'appartement, qu'on a tout mis en place, on peut directement mettre en location. Et si on arrive à remplir notre appartement en Airbnb, on peut avoir rapidement un cash flow tous les mois qui tombe. Néanmoins, ici, on va avoir donc nos 2 autres variables qui vont s'ajuster. On va avoir le risque qui va être un peu plus élevé parce qu'on se concentre sur un seul appartement et qui plus est en courte durée et qu'on est donc soumis aux aléas potentiellement du tourisme, etc. Et le niveau d'implication qui lui va changer drastiquement. On va devoir mettre beaucoup plus d'implication, que ce soit pour gérer les différents locataires, pour gérer l'appartement, l'entretien, etc. Enfin, dernier exemple pour illustrer cela, prenons la bourse long terme. Historiquement, les marchés financiers et notamment le marché financier américain, c'est plus 10% par an en moyenne de rendement.
donc des très bonnes perspectives de rendement. C'est un niveau d'implication qui est nul si on investit sur un ETF qui réplique tout simplement le S&P 500. On a juste à investir tous les mois dessus passivement et rien à faire. Le risque, quand on est sur un horizon de temps long terme, a priori, il est quand même assez faible. Toutes les études montrent que sur un horizon d'au moins 15 ans, le risque de perte en investissant sur tous les marchés entiers est proche de zéro. Donc, on a optimisé ces trois variables. Qu'est-ce que ça nécessite de l'autre côté? Ça nécessite un horizon de temps long. Parce que pour pouvoir profiter de ce placement avec les meilleures perspectives de rendement, avec un risque faible et un niveau d'implication très bas, il faut avoir un horizon de temps long et donc être prêt à accepter de laisser son investissement tourner pendant potentiellement 10, 15, 20 ans, etc. Donc, il faut se dire que tous les investissements sont corrélés à ces quatre variables. Et une fois que tu as analysé un type d'investissement en fonction de ces quatre variables, tu peux te demander à chaque fois, est-ce que cet investissement correspond à mon profil investisseur et à ma stratégie, au niveau d'implication que j'ai envie d'y mettre, au niveau de risque que j'ai envie d'avoir dans ma stratégie, au niveau de rendement que je vise et à mon horizon de temps. Et à chaque fois, avec ces éléments en tête, avec ce schéma en tête, tu pourras aussi sélectionner les investissements qui correspondent au mieux à ton profil investisseur. Maintenant, une fois cela en tête, quelles sont les étapes concrètement pour pouvoir se lancer? Première étape, on l'a vu, tu définis ton profil investisseur parce que c'est en fonction de ce profil qu'on pourra ensuite déterminer ta stratégie d'investissement. Deuxième étape, c'est avoir la maîtrise sur ses finances personnelles. Alors ça, cette partie, ça peut sembler parfois un peu bullshit, on a envie de la sauter, mais pourtant, elle est très importante. Maîtriser ses finances personnelles avant d'investir, c'est essentiel et ça passe principalement par deux éléments. Premier élément, une bonne gestion de ton budget. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'à la fin du mois, tu aies un surplus d'épargne. Quand tu fais tes revenus moins toutes tes charges, il faut qu'à la fin du mois, tu aies un surplus d'épargne et que dans l'idéal, ce surplus d'épargne soit fixe. Par exemple, tu sais que tous les mois, tu arrives, une fois que tu as dépensé tout ce que tu devais, que ce soit par tes dépenses essentielles, tes dépenses plaisir, etc., il te reste environ 300 € de côté. Une fois que tu as cette somme en tête, tu peux aussi adapter ta stratégie en fonction. Et c'est essentiel d'avoir un surplus d'épargne parce qu'on ne peut pas investir efficacement si forcément on ne gère pas son budget, que un mois on est à moins 50, le mois d'après à plus 500. Forcément, on n'aura pas du tout de visibilité sur les mois qui arrivent quand on ne gère pas son budget et donc ça va être très difficile d'investir efficacement. Et deuxième élément, il faut aussi que tu aies constitué une épargne de précaution. Une épargne de précaution, c'est quoi? C'est une épargne liquide, potentiellement sur ton livret A ou sur un livret d'épargne qui doit représenter entre 3 à 6 mois de dépenses maximum en fonction de ta situation, de tes charges. Et c'est une épargne en cas d'urgence. C'est elle qui te protège en cas de pépin dans laquelle tu peux piocher directement. Et une fois que tu as ces deux éléments en place, tu peux investir efficacement. Et pourquoi c'est aussi important d'avoir ces deux éléments? Parce qu'on entend très souvent une phrase qui est pour moi totalement faux, qui est n'investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et je vous laisse entendre ce que dit Laurent Boutillier, que j'ai eu l'occasion d'interviewer et que je salue sur ce sujet. Le mec, il te dit, mets l'argent que tu es prêt à perdre. Moi, je suis pas prêt à perdre 1 euro. On n'investit pas pour perdre de l'argent, sinon autant épargner. A priori, quand j'investis, c'est pour développer mon patrimoine. Donc ce n'est pas la bonne vision, pas la bonne phrase. Ce qu'il faut se dire à la place, c'est n'investissez que de l'argent dont vous n'avez pas besoin sur le court terme. Par exemple, si on prend la bourse comme exemple, en bourse, on peut avoir de belles performances sur le long terme une fois qu'on a son plan en place. Le risque peut être très faible, mais ce qui peut faire augmenter le risque, c'est si vous devez faire des ajustements réguliers, c'est-à-dire retirer l'argent, en remettre, etc. C'est ça qui fait perdre de l'argent à la plupart des investisseurs en bourse. L'idée, le but, c'est donc de ne pas avoir besoin de l'argent que vous investissez jusqu'à la fin de votre horizon de temps. Et pour pouvoir se tenir à cette stratégie, à ce plan, alors il est essentiel d'avoir au préalable réglé ces deux prérequis, d'avoir une capacité d'épargne, un surplus d'épargne tous les mois après déduction de vos charges via la maîtrise de votre budget et d'avoir une épargne de précaution qui vous couvre en cas d'urgence et qui fait que vous n'aurez pas besoin, même en cas d'urgence, de toucher l'argent que vous avez investi. Et une fois tout cela en place, tu peux enfin commencer à investir. Et là, à ce moment-là, par quoi commencer? Les deux grandes principales alternatives que tu auras, ce sera d'une part la bourse et de l'autre l'immobilier, qui sont les deux plus grandes classes d'actifs historiquement en investissement. Maintenant, comment choisir entre les deux?
qu'est-ce qui vaut mieux entre la bourse ou l'immobilier, ou même les deux? On va voir ça tout de suite en comparant les deux options. Plutôt investir en bourse ou en immobilier? Comparons les deux investissements selon différents critères. Premier élément, le rendement. Si on compare, historiquement, sur les 20 dernières années, l'immobilier, c'est environ entre plus 4 et plus 5% de rendement par an. La bourse, de l'autre côté, historiquement, les marchés financiers ont offert un rendement moyen de plus 8% par an et de plus 10% par an sur le marché américain. La bourse est donc vainqueur sur ce plan. Deuxième variable qu'on va analyser, le niveau d'implication nécessaire. A priori, quand j'investis en bourse, j'ai juste à définir ma stratégie initiale, à choisir donc les actifs sur lesquels je vais investir et ensuite je peux tout simplement automatiser un investissement mensuel donc qui va sur ces actifs et ensuite plus rien à faire. De l'autre côté, quand j'investis en immobilier, je vais devoir rechercher le bien, obtenir le financement, optimiser la fiscalité, potentiellement gérer les travaux, les locataires, l'entretien du bien, etc. Donc le niveau d'implication est bien plus élevé et donc la bourse est également gagnante sur ce point. Ensuite, troisième point, si on prend le niveau de risque, contre-intuitivement, la bourse est aussi gagnante sur ce point. Pourquoi ? Parce que en bourse, on a la possibilité de pouvoir diversifier rapidement sur des entreprises du monde entier, sur différentes classes d'actifs, différents secteurs, ce qui peut fortement diluer le risque. Alors qu'en immobilier, ça sera beaucoup plus dur de diversifier parce que pour diversifier entre plusieurs appartements, il faut pouvoir avoir les moyens d'acheter plusieurs appartements, ce qui nécessite donc un gros budget. La bourse est donc gagnante également sur ce point. Et à ce stade, on pourrait donc se dire que la bourse est meilleure sur tous les points. Mais il y a un élément essentiel qui vient rééquilibrer toute la balance, c'est l'effet de levier. Si demain vous allez à la banque pour dire je veux emprunter pour investir en bourse, la banque va vous rire au nez. Par contre, si vous allez à la banque avec un projet solide et une capacité d'emprunt et que vous dites que vous voulez emprunter pour investir dans l'immobilier, alors la banque peut financer votre projet. Et vous avez donc la possibilité de pouvoir acheter un appartement avec l'argent de la banque et rembourser le prêt sous-jacent via les loyers que vous touchez de vos locataires. Et on appelle ça un effet de levier qui est un formidable levier d'enrichissement. En définitive, la bourse et l'immobilier ont chacun leurs avantages. Et je ne dirais pas qu'ils sont à opposer, mais qu'ils sont plutôt complémentaires. Cela dépend alors de ton profil investisseur, de ce que tu as envie de mettre en place, mais les deux investissements peuvent être de très bonnes opportunités et si tu veux vraiment maximiser le potentiel de tes investissements, alors tu peux exploiter tout simplement les deux. Ok, une fois cela en tête, maintenant on va prendre la bourse et l'immobilier et pour chacun des deux types d'investissement, on va faire un plan pour que tu puisses te lancer efficacement dans le mode d'investissement que tu auras choisi ou dans les deux avec tous les éléments en tête, les meilleures astuces. Pour la bourse, comment commencer en bourse? La bourse, on l'a vu, c'est donc le placement le plus accessible et le plus performant sur le long terme. Concrètement, première étape, toujours je me répète avec ça, mais il faut que tu définisses ton profil investisseur et également ton budget d'investissement mensuel. Il faut que tu sois OK avec une somme que tu es prêt à investir tous les mois, dont tu n'as pas besoin sur le court terme. Ça peut très bien commencer à partir de 50 € par mois. Ensuite, il faut également que tu aies ton profil investisseur pour qu'on sache sur quel type d'actif on peut se diriger par la suite. Deuxième étape, il faut que tu différencies, que tu comprennes bien la différence en bourse entre une stratégie active et une stratégie passive. Je t'explique tout ça. Si on prend l'exemple du S&P 500. Le S&P 500, c'est quoi? C'est un indice, un classement qui rassemble les 500 plus grandes entreprises américaines. Donc Apple, Amazon, Tesla, Walmart, McDonald's, Coca, etc. Historiquement, on l'a dit donc précédemment, ce marché, le S&P 500, a offert un rendement moyen de plus 10% en moyenne, donc si on se base sur les données historiques. C'est-à-dire que si on fait la moyenne de toutes les entreprises, de toutes les actions qu'il y a dans le S&P 500, historiquement, on a une croissance de plus 10% par an en moyenne. Un investisseur passif qui a une stratégie d'investissement passive, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement se contenter de répliquer la performance du marché. Donc de répliquer la performance du S&P 500 en investissant directement dans les 500 plus grandes entreprises américaines et donc dans le S&P 500. On verra comment il peut faire ça juste après, mais il faut se dire que donc lui, l'investisseur passif, il se contente de répliquer le marché, il investit passivement tous les mois et pas plus que ça. Donc rien à faire. Un investisseur actif qui a donc une stratégie d'investissement active, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de trouver les 5-10 meilleures entreprises du S&P 500 qui tirent tout l'indice vers le haut pour essayer de faire encore mieux que ces plus 10% et donc battre le marché. Pour cela, il va devoir faire des analyses pour pouvoir trouver les meilleures entreprises.
celles qui ont le plus de potentiel et le meilleur moment pour investir dessus, c'est-à-dire quand elles sont au plus bas pour pouvoir revendre également au plus haut. Donc faire des ajustements réguliers. Là, ça demande forcément plus d'implication. Si on regarde les statistiques, très contre-intuitivement, 90% des investisseurs actifs n'arrivent pas à battre le marché. C'est-à-dire que 90% des personnes qui essayent de trouver les 5-10 meilleures entreprises pour faire mieux que les plus 10% du S&P 500 n'arrivent pas à faire mieux que ces plus 10%. Parce que c'est très difficile de trouver chaque année ces fameuses entreprises. C'est très difficile, mais attention, je ne dis pas. C'est possible, mais ça nécessite plus d'implication, plus d'analyse, etc. Donc si tu débutes, en priorité, je te recommande de te tourner vers une stratégie passive. Puis ensuite, petit à petit, tu peux intégrer ce qu'on appelle un socle actif dans ton portefeuille si tu le souhaites. Pour mettre en place une stratégie passive en bourse, tu vas donc pouvoir t'appuyer sur les ETF. Les ETF, là, c'est toute la magie des ETF. C'est un petit produit qui nous simplifie vraiment la vie en tant qu'investisseur. Si j'investis par exemple 100 € dans un ETF S&P 500, donc le S&P 500, on l'a vu juste avant, le classement des 500 plus grandes entreprises américaines, mes 100 € seront répartis entre les 500 actions d'entreprise qui composent l'indice. Donc par exemple, mes 100 €, il y a 4 € qui vont aller sur des actions Apple, 3 € sur les actions Amazon, 3 € sur les actions McDonald's, etc. répartis entre les 500 entreprises de l'indice. Comment c'est réparti? C'est réparti en fonction du poids financier de chaque entreprise dans l'indice. Apple, Microsoft, etc. Forcément, ils sont beaucoup plus gros et donc sur les 100 €, il y aura une plus grosse partie qui iront dans les actions de ces entreprises. Tandis que sur la 500e, il y aura peut-être 3-4 centimes qui ira sur cette entreprise. Donc ça dépend aussi de leur poids financier. La beauté des ETF, c'est que ça permet de diversifier très rapidement sur un échantillon très large d'entreprises, de profiter de la croissance globale du marché. Ici, on l'a dit, le S&P 500 par exemple, c'est plus 10% historiquement. Encore une fois, historiquement, les performances passées ne présagent pas les performances futures, mais ça permet de s'exposer au marché tout entier, de rapidement diversifier, et donc c'est très bien pour pouvoir débuter en investissement. Une fois que tu as sélectionné donc tes ETF par rapport à ton profil investisseur, tu peux tout simplement automatiser un investissement mensuel. Exemple, toi, tu as pu définir que tu peux investir 200 € par mois, 200 € dont tu n'as pas besoin sur le court terme. Tu peux mettre en place un investissement automatique de 200 € vers les ETF que tu as choisis jusqu'à la fin de ton horizon de temps et ensuite plus rien à faire, tu n'as plus rien à toucher et tu n'as plus qu'à profiter de la magie des intérêts composés. Les intérêts composés, c'est quoi? C'est là toute la magie de l'investissement en bourse et c'est ce qu'on va voir tout de suite. On se retrouve ici sur un calculateur d'intérêts composés, donc qui permet de faire des simulations de placement en bourse, de combien tu pourras atteindre en termes de montant en fonction de tes investissements. Donc ici, on va définir, on investit nous une somme mensuelle, une fois par mois. Dans notre exemple, on a dit qu'on investit 200 € par mois. Ensuite, deuxième variable qui va jouer sur l'investissement, c'est le rendement. On a dit que le S&P 500, historiquement, c'est une moyenne de 10% par an de rendement. Et enfin, dernière variable qui va jouer, c'est l'horizon de placement. Donc, pendant combien de temps tu vas laisser tourner ce placement? Et c'est là qu'on va voir toute la beauté des intérêts composés et l'importance du temps en investissement en bourse. Si tu investis sur un horizon de temps de 5 ans, que tu investis 200 € par mois, ça va te générer au total 15 312 €. Tu auras investi toi de ta poche environ 12 000 € et tu auras généré 3 312 € d'intérêt grâce à ce placement. Donc déjà, 3 312 € d'intérêt, c'est pas mal. Là, c'est déjà un bon placement puisqu'on a 10% donc de rendement annuel moyen. Encore une fois, c'est une moyenne. Maintenant, ça, c'est sur un horizon de 5 ans. Sur 5 ans, on n'exploite pas du tout la puissance des intérêts composés à son maximum, à son plein potentiel. Pourquoi? Parce que les intérêts composés, c'est un processus exponentiel. C'est le fait que les intérêts que vous allez générer sont réinvestis automatiquement et que donc ça crée un effet boule de neige. Et plus vous laissez longtemps la boule de neige tourner, plus celle-ci peut devenir grosse. Et par exemple, si je passe ici sur un horizon de 15 ans, là, je passe direct sur des beaucoup plus grosses échelles. Ici, j'ai donc 80 000 € au total et donc 43 000 € d'intérêt généré. Et pour vous montrer toute cette puissance, on va prendre un exemple très parlant. Si maintenant, j'augmente l'horizon de temps à, disons, par exemple, 30 ans. Pendant 30 ans, je laisse tourner mes investissements. Par exemple, une personne de 25 ans qui commence à investir à 25 ans, jusqu'à ses 55 ans, elle ne touche pas son placement, elle investit automatiquement 200 € par mois. À ses 55 ans, elle pourrait potentiellement atteindre autour de 412 000 €, dont 340 000 € d'intérêt généré. Et là, en fait, on se rend compte qu'à ce stade-là, quand on est sur des périodes d'investissement longues comme ça, chaque année supplémentaire va avoir un impact très significatif.
du fait des intérêts composés. Parce que forcément, là, je suis à 412 000 euros sur mon portefeuille. Donc, si je génère encore 10% en moyenne, ça me fait 41 000 euros d'intérêts qui vont être automatiquement réinvestis dans le portefeuille. Et donc, forcément, ici, si je mets juste 31 ans, une année supplémentaire, je passe à 456 000 euros. Je gagne donc 44 000 euros environ d'intérêts supplémentaires en une seule année. Ça, c'est l'effet intérêt composé. Et c'est donc pour ça que le temps est une variable absolument essentielle en bourse. Plus vous avez un horizon de temps long, plus vous pouvez atteindre des gros montants avec un risque très faible, voire nul. Donc ça, c'est pour l'investissement en bourse. On retient que pour débuter, il vaut donc mieux se tourner vers tout ce qui est stratégie passive dans un premier temps, notamment en exploitant les ETF, en se dirigeant vers des ETF diversifiés, sur donc plusieurs ETF qu'on peut intégrer en portefeuille, et qu'il faut avoir conscience de la puissance des intérêts composés et de l'importance du temps dans le processus. Maintenant, si on continue, deuxième grande classe d'actifs, on l'a dit, l'immobilier, et donc pour potentiellement pouvoir accélérer en utilisant l'effet de levier. Maintenant, si tu souhaites te lancer dans l'investissement immobilier, quelles sont les grandes étapes pour pouvoir te lancer efficacement? Première étape, comme d'habitude, fais un plan en fonction de ton profil investisseur. On n'adoptera pas du tout la même stratégie si tu veux faire un investissement patrimonial totalement automatisé que si tu veux vite dégager du cash avec ton investissement immobilier. Deuxième étape, on va voir ensemble quelles sont les meilleures options pour pouvoir débuter. Quelles sont les meilleures approches en immobilier? Parce que forcément, l'investissement immobilier, c'est large. Je peux investir dans une location non meublée, une location meublée, courte durée, longue durée, faire de l'achat-revente. J'ai pas mal d'alternatives. Alors pour débuter, quelles sont potentiellement les meilleures alternatives? Premièrement, tu as la location meublée longue durée avec le statut LMNP. Donc ici, c'est dans le cadre où si tu as un appartement que tu mets en location, tu le loues meublé selon certains critères, et tu peux opter pour le statut fiscal LMNP, qui est un statut qui te permettra sur une certaine période de ramener ta fiscalité à 0 €, et donc de ne pas être impacté par la fiscalité, et donc potentiellement améliorer grandement ta rentabilité. De plus, en général, sur les locations meublées, on a une meilleure rentabilité que sur les locations nues. Donc ça peut être une très bonne première option pour débuter. Deuxième option, si tu souhaites cette fois mettre un peu plus d'implication, voire même quand même beaucoup plus d'implication, tu as la location courte durée ou location atypique. Donc là, potentiellement du Airbnb. Ici, les perspectives de rendement peuvent être plus élevées, mais ça nécessite plus d'implication. Dans ce cas-là, tu as donc la location courte durée classique, donc tu mets ton bien en Airbnb, ou tu optes pour la stratégie du logement atypique. Un logement atypique, c'est quoi? C'est un logement dans lequel tu vas intégrer quelque chose d'atypique pour pouvoir le louer plus cher et pour qu'il puisse se distinguer sur le marché. On a souvent des appartements avec des balnéothérapies qui sont intégrés dedans directement ou des cinéma rooms, etc. Des éléments différenciateurs qui te permettent de pouvoir louer ton bien potentiellement plus cher et de te distinguer de tes concurrents. Et enfin, troisième option, tu as cette fois la location nue en longue durée. Donc location nue, c'est-à-dire ton appartement, tu le mets non meublé et tu peux opter pour une stratégie où tu essayes de faire ce qu'on appelle du déficit foncier. C'est-à-dire que si tu fais suffisamment de travaux pour que ton bien prenne en valeur, tu peux déduire ces charges de ton revenu imposable et tu peux même aller au-delà puisque dans la limite de 10 700 € par an, tu peux même réduire ton impôt global. Ça peut te permettre d'investir à la fois et de diminuer ton impôt global en même temps si c'est aussi ton objectif. Donc ça, c'est 3 bonnes options que tu peux avoir pour te lancer. Enfin, troisième élément à avoir en tête, il faut comprendre l'importance du cash flow et on va voir quelques astuces pour pouvoir améliorer son cash flow. Alors tout d'abord, le cash flow, c'est quoi? Le cash flow, c'est le loyer que tu perçois tous les mois de tes locataires, exemple 1000 €, moins mensualité d'emprunt, donc les mensualités que tu dois rembourser à la banque, exemple 500 €, moins les charges, donc charges courantes, électricité, taxes foncières, etc., exemple 400 €, et moins les impôts, exemple ici 200 €. Donc dans ce cas-là, si on fait le total de toutes les charges, 500 de mensualité d'emprunt, 400 charges courantes, donc ça nous fait 900, moins les impôts 200, ça fait moins 1100, on reçoit 1000 € de loyer par mois, donc ça fait moins 100 € de cash flow. Tous les mois, tu dois faire un effort d'épargne de 100 € pour pouvoir donc financer ton bien. Et tu l'auras compris, les meilleurs investissements, et c'est ce que recherchent beaucoup d'investisseurs, c'est essayer d'avoir soit un cash flow neutre, c'est-à-dire un loyer qui te permet de couvrir toutes les charges, mensualité d'emprunt et la fiscalité, soit même le Graal, un cash flow positif, c'est-à-dire pouvoir dégager du bénéfice tous les mois. Parce que si tu as un cash flow positif ou même neutre, ça augmentera grandement les chances que tu puisses ensuite enchaîner sur d'autres opérations immobilières à la banque derrière, parce qu'elle verra
que tu dégages du bénéfice via tes opérations et donc ça améliorera tes chances d'enchaîner les opérations et de pouvoir bâtir un patrimoine plus conséquent. Maintenant, une fois cela en tête, comment tu peux améliorer ton cash flow, toi, concrètement? Première option, utiliser les travaux comme levier. Te focus sur des biens qui sont plutôt moins demandés parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire, que tu peux acheter potentiellement moins cher et faire beaucoup de travaux de rénovation. Parce que ça te permettra de faire prendre en valeur au bien, de partir sur une page blanche, de pouvoir choisir comment tu aménages ce bien. Et en plus de ça, les travaux sont fiscalement déductibles. Donc, c'est des impôts que tu paieras en moins. C'est pour ça que les travaux, ils ne sont pas à fuir. Au contraire, en immobilier. Deuxième astuce que tu peux avoir, c'est également le différé d'emprunt. Exemple, tu as acheté ton appartement en empruntant à la banque, tu vas pouvoir louer cet appartement 600 € par mois. Et tu as 350 € par mois de mensualité que tu devras rembourser à la banque. Ce que tu peux faire, c'est demander à la banque un différé d'emprunt, par exemple, de 24 mois, donc de 2 ans. Et c'est-à-dire que pendant ces 2 années, tu ne vas pas payer ton emprunt, tu commenceras à rembourser donc tes mensualités dans 24 mois, dans 2 ans. Et pendant ces 24 mois, au moins, ça va te permettre de pouvoir toucher tous les loyers de ton appartement sans payer les mensualités d'emprunt. Donc 600 € dans ta poche. Quel est l'avantage? C'est que ça va te permettre pendant cette période de pouvoir te reconstituer un apport pour pouvoir mettre du cash de côté. Et comme ça, dans 2 ans, quand tu commenceras à rembourser tes échéances, potentiellement, tu auras plusieurs milliers, voire plus de 10 000 € de côté, ce qui pourra te servir comme apport pour ta prochaine opération. Et même en investissement, cash is king. Plus tu as de cash, plus tu peux pouvoir investir pour profiter d'autres leviers d'investissement de l'autre côté. Et enfin, dernière astuce, optimise et focus-toi aussi sur la fiscalité. La fiscalité en France, tu n'es pas sans savoir qu'elle peut être très importante et donc il faut vraiment l'optimiser. En immobilier, il y a énormément de leviers pour pouvoir l'optimiser. Il y a le LMNP comme on a vu ici, le déficit foncier en location nue et après si tu passes en société, tu as plusieurs options avec tout ce qui est SCIS, SRL de famille, etc. Donc n'hésite pas à te renseigner le plus possible sur la fiscalité parce que tu peux concrètement la réduire à zéro sur une certaine période et ça peut améliorer très significativement ton cash flow. Donc ça, c'était pour la partie investissement immobilier. Maintenant qu'on a les éléments en tête pour la bourse et l'immobilier qui sont les deux plus grandes classes d'actifs, tu peux ensuite, une fois que tu as enclenché sur ces deux premières grandes classes d'actifs qui sont historiquement celles qui ont permis au plus de personnes de se bâtir un gros patrimoine financier, tu peux diversifier sur d'autres classes d'actifs. Potentiellement, tu vas avoir l'or, même si l'or, on peut le compter dans l'investissement en bourse, parce qu'en bourse, il est possible d'investir dans l'or. Tu vas avoir les crypto-monnaies, tu vas avoir le crowdfunding immobilier, les SCPI ou encore le private equity. Tu as pas mal d'autres alternatives ensuite pour diversifier et dynamiser encore ton patrimoine. Mais si tu débutes, c'est toujours bien d'abord de se focus sur les essentiels, à savoir soit l'immobilier, soit la bourse, ou même, dans le meilleur des cas, comme on a dit, les deux en même temps. Tout le but de ces investissements, que ce soit l'immobilier, la bourse, les crypto-monnaies, les SCPI, etc., c'est de trouver des leviers. Les leviers, c'est quoi? C'est des leviers qui vous permettent de décorréler votre temps de l'argent que vous générez, qui vous permettent concrètement de générer des revenus passifs pendant que vous dormez. Parce que c'est ça la clé de l'investissement, la clé de la création de richesse, c'est décorréler l'argent qu'on gagne avec le temps qu'on y passe. Et pour cela, vous pouvez essayer d'exploiter au mieux les leviers de l'investissement. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura apporté le maximum de valeur. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire ou même à me contacter directement, par exemple sur Instagram où j'essaie de répondre à tout le monde le plus possible. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas également, je t'invite à t'abonner. Ça me permet de me soutenir, de soutenir mon travail et de pouvoir te produire d'autres vidéos pour t'apporter le maximum de valeur. Prends bien soin de toi. À très vite. Bye.